Qui aurait pu deviner qu'en octobre, Catherine Deneuve, l'une des grandes actrices du cinéma français et une icône de la mode du XXe siècle, célébrerait ses 81 ans. Tout au long de sa vie, elle a rencontré et tissé des relations avec de nombreux hommes extraordinaires. Des mariages et des relations à long terme, qui ne se sont pas nécessairement traduits par des cérémonies formelles, jusqu'aux relations qui ont été définies par bien plus que de l'amour ou de l'amitié, chacune de ces relations a laissé une empreinte significative sur sa vie. Mais maintenant, avec quelques mèches grises dans ses cheveux, une révélation surprenante a émergé. Parmi toutes ces relations, il y a un homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Celui qu'elle admet être l'amour de sa vie. Explorons cette histoire d'amour spéciale de Catherine Deneuve dans la vidéo d'aujourd'hui. Une histoire d'amour qui a marqué ses débuts de carrière. La première relation publique de Catherine Deneuve a commencé une soirée, au début des années 1960, au Happy Club à Paris. Un lieu de rencontre pour les artistes, acteurs et intellectuels. Deneuve, alors âgée de 17 ans, avait accompagné sa sœur aînée, l'actrice Françoise d'Orléac, au club. Roger Vadim, alors âgé de 32 ans et déjà un réalisateur renommé après le succès de Et Dieu créa la femme, était marié à l'actrice danoise Annette Stroberg à l'époque. L'attention de Vadim s'est immédiatement tournée vers Deneuve. Sa beauté, décrite comme élégante, presque inaccessible, l'a captivée. Vadim, se souvenant de leur première rencontre, a écrit plus tard, « Elle était un mystère, une force de la nature dans un cadre fragile, avec un feu intérieur impossible à ignorer. » Vadim et Deneuve ont rapidement entamé une relation, marquant le début d'une période formatrice pour Deneuve, qui commençait à peine sa carrière. Vadim est devenu à la fois son amant et son mentor, lui faisant découvrir le monde du cinéma et l'encourageant à poursuivre sérieusement sa carrière d'actrice. En 1963, il l'a dirigé dans Vice et Vertu. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès commercial ou critique, il a constitué le premier rôle majeur de Deneuve sous la direction de Vadim. Leur partenariat allait au-delà du professionnel. Deneuve a crédité Vadim d'avoir façonné sa compréhension initiale de l'industrie cinématographique, affirmant « Il m'a ouvert des portes, non seulement dans le cinéma, mais dans la vie ». À l'âge de 20 ans, Deneuve a donné naissance à leur fils, Christian Vadim. Elle a ensuite avoué que devenir mère jeune avait toujours été son rêve. « Je voulais avoir un enfant tôt », a-t-elle déclaré dans une interview. Roger et moi étions profondément amoureux, et Christian était le plus beau cadeau de notre relation. Malgré leur profond amour, le couple ne s'est jamais marié. Une décision que Deneuve a attribuée à son refus de se conformer aux attentes sociales traditionnelles. Le mariage n'a jamais été important pour moi, a-t-elle expliqué. Ce qui comptait, c'était la connexion et la confiance que nous partagions. Pendant leur relation, la carrière de Deneuve a pris son envol, indépendamment de l'influence de Vadim. En 1964, elle a joué dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, qui a profondément résonné auprès du public et des critiques. Son utilisation innovante de la musique et son style visuel vibrant lui ont valu la Palme d'Or au Festival de Cannes, et ont constitué un moment déterminant dans la carrière de Deneuve. Le récit du film faisait écho à certains aspects de sa propre vie, notamment les liens liés à l'amour et à la maternité à un jeune âge. Bien que Les Parapluies de Cherbourg aient consolidé le statut de Deneuve en tant qu'étoile montante, les tentatives de Vadim de la diriger dans des films qui répliquaient le succès qu'il avait eu avec Brigitte Bardot furent moins réussies. Contrairement à Bardot, qui était devenu un symbole sexuel sous la direction de Vadim, la présence de Deneuve était plus retenue et énigmatique. Vadim lui-même a reconnu cette différence, affirmant « Catherine n'était pas Bardot et elle ne voulait pas l'être. Elle avait une aura unique, une aura qu'on ne pouvait façonner que par elle-même. » Cette incapacité à façonner l'image de Deneuve, comme il l'avait fait avec Bardot, a créé des tensions dans leurs relations professionnelles. Leurs relations personnelles ont également commencé à s'effondrer. L'infidélité de Vadim a finalement conduit à leur séparation. En 1964, Deneuve a découvert par l'intermédiaire de sa sœur que Vadim avait été infidèle avec l'actrice Jane Fonda, qui allait devenir sa deuxième femme. Se sentant trahie, Deneuve a mis fin à la relation. C'était dévastateur, a-t-elle avoué dans une interview des années plus tard. Je l'aimais profondément, mais je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui ne respectait pas notre lien. La rupture a marqué une période difficile pour Deneuve. Elle a décrit cette époque comme « la plus sombre de ma vie », avec les défis de la maternité monoparentale tout en poursuivant une carrière exigeante. Vadim, réfléchissant sur leur relation dans ces dernières années, a parlé de Deneuve avec beaucoup de respect, elle était farouchement indépendante, même à un jeune âge, a-t-il écrit.
Sa détermination à réussir en tant qu'actrice et mère était extraordinaire. Catherine avait une résilience que peu pouvaient égaler. Malgré la douleur de leur séparation, les deux ont maintenu une relation cordiale pour le bien de leur fils Christian. Vadim est resté impliqué dans la vie de Christian, et Deneuve a souvent parlé des qualités de Vadim en tant que père. Il aimait profondément Christian et faisait toujours un effort pour être présent dans sa vie, a-t-elle dit dans des interviews ultérieures. Deneuve a réfléchi à l'impact de sa relation avec Vadim sur sa vie et sa carrière. Roger a été une figure clé de mes premières années, a-t-elle reconnu. Il a cru en moi alors que je doutais encore de moi-même. Mais plus important encore, il m'a appris à tenir sur mes propres jambes, à me créer ma propre identité. Vadim a poursuivi sa carrière de réalisateur, bien que ses œuvres ultérieures n'aient pas connu le même niveau de reconnaissance que ses films précédents. Sa vie personnelle est restée mouvementée. Après son mariage avec Jane Fonda, il a eu plusieurs autres relations et mariages. Malgré les hauts et les bas, il a toujours parlé de Deneuve avec affection. Jusqu'à sa mort en 2000, dans ses mémoires, il l'a décrite comme « l'un des grands amours de ma vie, une femme d'une grâce et d'une force incomparables ». Après sa séparation avec Roger Vadim, Catherine Deneuve ne ferma pas la porte à l'amour. Bien qu'elle en ait été profondément marquée, elle n'avait ni perdu sa capacité à aimer ni son désir de partager sa vie. En 1965, alors que sa carrière connaissait un tournant décisif à l'échelle internationale, elle fit une rencontre inattendue qui allait durablement influencer son parcours personnel, celle de David Bailey, célèbre photographe britannique. David Bailey n'était pas un inconnu. À 27 ans, il était déjà considéré comme l'un des artistes les plus en vue de la scène culturelle londonienne. Il avait immortalisé les plus grandes icônes de la décennie, Jean Shrimpton, Mick Jagger, les Beatles. Figure centrale du mouvement Swing in London, il incarnait la jeunesse en effervescence, l'anticonformisme joyeux, l'élégance rebelle. Son regard, perçant et malicieux, saisissait l'âme de ses sujets à travers son objectif. Catherine, quant à elle, venait d'atteindre une reconnaissance majeure avec le triomphe mondial des parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Elle tournait à l'époque Répulsion sous la direction de Roman Polanski, un film audacieux, psychologique, dérangeant, qui révélait une facette plus sombre et complexe de son talent. Lorsque Catherine rencontra David lors d'un séjour à Londres, le coup de foudre fut immédiat. Elle, froide en apparence, mystérieuse, raffinée. Lui, exubérant, spontané, brut et irrésistiblement anglais. Leur attirance fut magnétique, presque irrépressible. Deux univers opposés, mais qui s'attiraient comme deux pôles contraires. Catherine se laissa séduire par l'énergie de Bailey, son humour mordant, son regard intense. Lui tomba sous le charme glacé et énigmatique de cette actrice française qui semblait tout droit sortie d'un roman de Duras ou de Cocteau. Le 18 août 1965, ils se marièrent à Londres. La cérémonie fut tout sauf conventionnelle. Seuls quelques intimes y assistèrent, et aucun journaliste ne fut autorisé à s'approcher. Deneuve, fidèle à sa pudeur naturelle, refusa tout étalage public. Elle portait une tenue sobre, noire, élégante, refusant les clichés du mariage traditionnel. Pas de robe blanche, pas de vœux solennels devant une foule, pas de réception mondaine. Juste deux êtres unis par une impulsion sincère. Mais ce mariage, bien que sincère, paraissait presque abstrait. Ce fut un acte d'amour, certes, mais aussi un geste de liberté. David Bailey dira plus tard dans une interview, Catherine ne voulait pas vraiment se marier. C'était une formalité, une déclaration plus qu'un engagement religieux ou moral. Ils s'aimaient, mais chacun gardait son indépendance, son territoire émotionnel. Leur relation s'épanouit dans une sorte de coexistence parallèle. Catherine partageait sa vie entre Paris, Rome et les plateaux de tournage aux quatre coins du monde. Bailey, lui, sillonnait le globe, appareil photo en main, immortalisant les visages d'une époque. Ils vivaient entre deux villes, deux cultures, deux carrières. Cette dynamique leur convenait un temps. Ils se retrouvaient avec passion, puis se quittaient sans drame. Mais au fil des années, la distance, les absences prolongées, la différence de rythme et d'aspiration, commencèrent à user leurs liens. Deneuve était une actrice engagée, exigeante, perfectionniste. Le cinéma occupait toute son attention. Elle refusait de sacrifier sa vocation pour se conformer à un idéal conjugal. Bailey, de son côté, restait libre, bohème, souvent absorbé par son art et sa vie londonienne frénétique. Le couple, bien que respectueux et complice, commença à se détacher. Il n'y eut pas de scandale, pas de trahison, simplement une lente séparation des chemins. En 1972, après cette année d'un mariage discret mais réel,
Catherine Deneuve et David Bellet se séparèrent officiellement. Aucun enfant ne naquit de leur union, mais il resta entre eux une forme d'estime profonde. Catherine, toujours très discrète sur ce chapitre de sa vie, n'a jamais exprimé le moindre ressentiment. Elle évoqua ce mariage comme un moment paisible, presque suspendu dans sa vie. Dans une rare confidence, elle déclara un jour « David a été un homme important. Il m'a appris la légèreté. » Ce que Deneuve avait pu vivre avec distance et élégance avec Bellet allait être à l'opposé de ce qu'elle vivra ensuite. Une passion brûlante, incontrôlable et infiniment plus déchirante avec Marcello Mastroianni. Après la sérénité lointaine de son mariage avec David Bellet, Catherine Deneuve allait être précipitée dans une toute autre dimension de l'amour. Un amour total, absolu, incandescent. Une relation qui ne ressemblait à aucune autre dans sa vie, ni avant, ni après. Elle allait croiser la route de l'un des plus grands acteurs de son temps, Marcello Mastroianni, et cette rencontre allait bouleverser à jamais son existence. Tout commence en 1971, sur le tournage du film Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau. Catherine est au sommet de sa carrière en France, véritable icône du cinéma d'auteur et populaire à la fois. Mastroianni, quant à lui, incarne à l'écran le charme latin par excellence. À 47 ans, il est l'étoile la plus brillante du cinéma italien, célèbre dans le monde entier grâce à ses collaborations mythiques avec Federico Fellini dans La Dolce Vita ou 8 et demi. Il a déjà traversé 1000 vies, 1000 films, 1000 passions. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, l'alchimie est instantanée. Ce n'est pas seulement une attraction physique. C'est une collision d'univers. Catherine, élégante, distante, mystérieuse. Marcello, volubile, chaleureux, instinctif. Elle est le silence maîtrisé, il est le feu qui déborde. Ils sont faits de contradictions, et c'est précisément cela qui les attire irrésistiblement l'un vers l'autre. Très vite, leur complicité déborde du cadre du film. Les regards échangés hors caméra en disent long. Ils sont comme deux âmes que le destin avait placées sur des trajectoires parallèles, prêtes à se rencontrer au bon moment. Leur amour devient une évidence. Ils ne cherchent pas à le cacher, même si chacun d'eux vit déjà une vie complexe. Mastroianni est marié depuis longtemps à Flora Carabella, une comédienne italienne discrète, mais leur couple est à ce moment-là un arrangement plus qu'une histoire d'amour. Deneuve, quant à elle, sort d'une relation émotive avec François Truffaut et d'un mariage désormais terminé. Elle est libre, mais intérieurement prudente, consciente des dangers d'une passion trop envahissante. Pourtant, elle se laisse emporter. Avec Marcello, elle vit un amour démesuré. Ils partagent tout, les tournages, les voyages, les silences du quotidien, les rires, les excès, les fragilités. Il la fait rire comme personne. Elle l'apaise comme nul autre. Ensemble, ils vivent à Rome, à Paris, à Londres. Les paparazzis les traquent, les médias les érigent en couple mythique, mais eux semblent évoluer dans une bulle. Deneuve dira plus tard, avec Marcello, j'ai connu un amour rare, intense, protecteur et libre. Le 28 avril 1973, de cet amour naît leur fille, Chiara Mastroianni. Une enfant désirée, conçue dans un moment de plénitude entre deux êtres au sommet de leur article. Pour Catherine, qui avait déjà un fils avec Roger Vadim, cette naissance est une confirmation intime que cet amour n'est pas seulement un feu de passage. Marcello est un père attentif, tendre, bien que souvent absent en raison de ses obligations. Il est aussi tiraillé par sa situation en Italie, où il refuse de divorcer pour ne pas blesser sa femme et sa fille aînée. Cette ambiguïté va lentement éroder l'équilibre fragile du couple. Catherine, fière et indépendante, ne supporte pas de vivre dans l'ombre d'une autre femme, même si cette dernière n'est plus une rivale romantique. Elle veut un homme tout entier, pas à moitié. Marcello, profondément catholique et fidèle à sa manière à ses engagements passés, n'arrive pas à franchir le pas de la séparation. Et c'est là que la beauté de leur relation commence à se fissurer. Ils s'aiment encore, mais le quotidien devient plus pesant. L'absence de perspective claire, les non-dits, la distance parfois, viennent miner leur bonheur. Catherine, qui a toujours su préserver sa dignité dans les tempêtes amoureuses, prend une décision difficile mais nécessaire. Elle choisit de se séparer. Non pas par désamour, mais par lucidité. Elle veut préserver la beauté de ce qu'ils ont vécu, sans laisser la douleur et la frustration en altérer le souvenir. Leur séparation n'a jamais été un adieu brutal. Ils resteront proches, liés à jamais par leur fille et par l'estime immense qu'ils se portaient. Mastroianni ne cessera jamais d'aimer Catherine. Lorsqu'il évoquait leur relation dans des interviews, ses yeux s'embuaient souvent, signe que cette histoire avait laissé en lui une trace indélébile. Catherine, de son côté,
parlera de lui jusqu'à la fin avec tendresse, comme de l'homme qui avait su toucher son cœur au plus profond. Plus tard, dans le film Les 101 nuits d'Agnès Varda, ils se retrouveront à l'écran, vieillis, complices, presque comme deux fantômes d'un amour révolu. Un moment suspendu, où l'on devinait, derrière leur sourire, la mémoire d'un amour sublime mais impossible à faire durer.